Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui par ce magnifique soleil dans une toute nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo que je voulais faire depuis quelques temps. Une vidéo assez simple dans le concept. Lister 5, 6, 7, alors on verra dans le titre, je mettrai quelque chose d'aguicheur, mais 5, 6, 7 points forts, points positifs sur le CR-V, 5, 6, 7 choses qui me plaisent vraiment sur ce véhicule. Et pour être totalement impartial et pour être totalement neutre, je ferai forcément la vidéo opposée, la vidéo contraire, où je dirai quels sont les points, les 5, 6, 7 points négatifs que je trouve à ce CR-V. Je crois que c'est 2001 à 2006, un truc comme ça, ou 2002 à 2006. Moi, c'est le 2005. Donc j'ai pris soigneusement le temps, au fur et à mesure que je découvre le CR-V, que je roule avec et que j'expérimente certaines choses. J'ai pris le temps de prendre quelques notes pour vraiment essayer de me rappeler, de noter qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me déplaît, quelles ont été les agréables surprises au début, parce que c'est vrai, quand vous avez un véhicule, au début, vous découvrez plein de choses. Vous dites, ah, c'est pas mal cette petite fonction, ah, ça c'est bien, ça c'est sympa. Ah, je suis pas habitué à ce petit vide-poche qui est ici, au toit ouvrant, ou des petites options à la con. Et puis c'est vrai qu'une fois que vous roulez avec depuis plusieurs années, pour vous ça devient du coup évident et vous avez l'impression que toutes les voitures ont ça. Et c'est pour ça que j'ai pris le soin un petit peu de noter des petites choses qui m'ont surpris dès le début, ou en tout cas qui m'ont plu, que ce soit aussi bien dans le choix du CR-V, ou alors ça a été une surprise du coup en l'achetant et en découvrant ça sur le tas. Premier gros point positif pour moi qui a été rédhibitoire pour acheter le CR-V, pour acheter un véhicule comme j'expliquais tout terrain, qui peut me permettre de voyager, d'explorer des endroits, de faire le concept overland en fait, donc c'est-à-dire de vraiment prendre la route, découvrir des paysages, des lieux particuliers, à des emplacements pas forcément accessibles à tout le monde, et que ce soit aussi bien sur des routes pavées que des routes non goudronnées. Donc je voulais vraiment un véhicule multifonction mais qui soit très polyvalent. Je voulais pas non plus un espèce de gros franchisseur, je voulais pas un Patrol avec lequel il faut mettre un casque anti-bruit quand tu roules, qui consomme du 15 litres avec un énorme diesel qui dans 2 ans n'aura plus le droit de rouler dans aucune ville. D'un gaz suffocant et irritant. Il est un des précurseurs de l'ozone, gaz dont la forte concentration dans l'atmosphère est mortelle. Il n'est pas biodégradable. La ville de Paris, par exemple, a confirmé en mars 2020 l'interdiction de circulation des véhicules diesel à partir de 2024. Fini les véhicules diesel en 2025 à Lyon et ses alentours. Donc je voulais quelque chose de très polyvalent, donc plus axé route, plus axé confort, mais qui a la possibilité d'être amélioré, d'être optimisé pour pouvoir passer très bien sur des chemins. C'est ce que j'ai vraiment apprécié avec ce véhicule, c'est le côté très polyvalent. Le fait par exemple qu'il y ait le 4 roues motrices, ils appellent ça Honda le Real Time 4WD. C'est-à-dire qu'en fait le véhicule est toujours en traction, vous n'avez pas de possibilité de passer en 4 low ou 4 high. Alors pour moi ça c'est un point négatif, mais l'avantage de ça, c'est que du coup le 4 roues motrices ne va s'enclencher que quand c'est vraiment nécessaire. Et ceux qui ont des véhicules 4 roues motrices le savent très bien, quand vous roulez en 4 roues ça consomme beaucoup plus. Si en plus vous avez des blocages de différentiel, trucs comme ça, ça consomme vraiment beaucoup plus, vous avez plus d'usure du pont, de la boîte de transfert, etc. Donc en vrai, quand vous avez un 4 roues motrices, le moins vous allez rouler en 4 roues motrices, le mieux ce sera. Et donc le gros point positif du Real Time, il balance en fait 50% de la motricité sur les roues arrière quand les roues avant patinent excessivement. Et donc du coup finalement en chemin, hors route, même dans la boue, etc. En fait moi je l'entends quand il s'enclenche, j'entends un petit enclenchement, puis de toute manière c'est parce que je patine et tout d'un coup j'en sors. Tu vois, tout d'un coup je sors comme par magie du truc, donc je sais très bien que c'est ça qui s'enclenche. Et du coup on s'est rendu compte avec ma compagne que finalement le 4 roues motrices s'enclenche pas tant que ça, même dans les chemins. Vous allez être 80% du temps en 2 roues motrices. J'ai discuté avec un ami, Nico, qui se reconnaîtra certainement, qui a un Wrangler, et il me disait qu'avec la puissance, alors lui il fait 280 chevaux, 285 chevaux, quelque chose comme ça, et il me disait qu'avec la puissance, les pneus, la motricité, etc., finalement lui il reste très souvent finalement en 2 roues motrices, parce qu'il y a rien qu'avec la puissance en fait ça passe. Donc en fait c'est vrai que le Real Time 4 roues motrices de Honda m'a permis de me rendre compte que le 4 roues constant n'était pas vraiment nécessaire tout le temps en fait. C'est surtout dans les montées. Quand vous êtes un petit peu chargé, et là vous pouvez avoir tendance à glisser un peu, et là si vous n'avez pas de 4 roues, bah vous êtes dans la merde. Ouais, c'est sûr que là vous êtes coincé définitivement. Ou alors vraiment quand c'est très gras quoi. Ou quand il y a plein de petites caillasses, vous voyez plein de petites caillasses, mais sur du plat ça n'arrive pas, sur une descente ça n'arrive pas, c'est vraiment de la montée. Cette fonctionnalité adaptative du 4 roues motrices, parce que du coup on n'en a pas besoin du tout le temps, et du coup ça permet de consommer beaucoup moins et d'user beaucoup moins le pont et tous les matériaux en fait, toute la mécanique qui gravite autour du système des 4 roues motrices.
Deuxième point, le régulateur. Alors pour moi c'était nécessaire, je veux absolument avoir un véhicule qui a un régulateur. Si vous n'en avez pas, bah du coup vous n'en avez pas besoin, vous n'avez jamais essayé, vous ne savez pas ce que c'est. Mais toutes les personnes qui ont déjà essayé un véhicule avec un régulateur, vous savez que en fait tu deviens totalement addict à cette fonction. Alors tu deviens addict à cette fonction sur plusieurs aspects. Déjà sur l'aspect confort et tranquillité de conduite, sur l'aspect fatigue, t'es beaucoup moins fatigué quand même quand t'as pas le pied, tu vois, t'es comme ça, t'es assis comme ça dans le véhicule, t'as juste à tenir le volant. Et ça roule à la vitesse qu'il faut, quoi. C'est vraiment agréable. Si vous avez une boîte automatique... Non, Kenzo! Incroyable, quoi. Tu vois, j'essaie de trouver un endroit bien tranquille où il n'y a personne pour filmer. Et t'as forcément Ginette et Sandrine qui se posent ici et qui se mettent à parler de leur vie pendant 1h30. En plus, elles parlaient super fort. En fait, j'ai vérifié. Et en fait, on entendait dans le micro. Et puis en plus, elles étaient méga malaisantes parce que tu vois, t'es avec ta caméra en train de faire une vidéo. Déjà, t'es pas bien. Déjà, tu parles à une caméra, c'est bizarre. Et en fait, dès qu'elles m'entendaient, elles se retournaient, elles me regardaient. Elles devaient se dire, mais il parle tout seul ou quoi, ce con? Et du coup, ça me rendait fou. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais faire des petits plans du CRV. Puis je vais espérer qu'ils partent vite. One eternity later. Autre aspect du régulateur, et non des moindres pour moi, qui est essentiel aujourd'hui, c'est qu'avec les réglementations actuelles, avec la législation et le nombre de radars mobiles et fixes qu'on trouve partout aujourd'hui, eh bien je trouve que le régulateur est une des seules options, en tout cas pour moi c'est une des seules options pour pas me faire flasher. Parce que dès que je lâche les yeux du compteur, moi j'ai vite tendance à rouler soit pas assez vite, soit trop vite. Alors en général c'est plus souvent trop vite, on va pas se le cacher, on est tous un peu pareil, hein. Puis bah en fait c'est là que tu te fais flasher, quoi. C'est que sur les trucs à la con comme ça. Et donc c'est vrai que pour moi le régulateur ça m'enlève ce gros stress, cette grosse anxiété de conduite qui est les radars mobiles, les radars fixes, etc. Donc en fait, moi, je m'en fous des radars. Si c'est 90, je mets mon régulateur à 90 et je me pose pas de questions, j'arrête de sur-intellectualiser le truc. Forcément, comme tout le monde, ça m'arrive des fois de me taper des petites accélérations pour rigoler, etc. J'ai remarqué que le régulateur, ça consomme moins que si c'est moi qui ai le pied sur la pédale, parce qu'en fait le régulateur il va envoyer exactement le bon filet de gaz pour maintenir la vitesse à laquelle vous souhaitez rouler. Mine de rien, vous consommez un petit peu moins quand même avec le régulateur que si vous n'avez pas le régulateur. Et le régulateur combiné à une boîte automatique, ça prend du coup tout son sens, parce que alors quand vous êtes sur une boîte manuelle, par exemple si vous avez une montée ou quelque chose comme ça, le régulateur va avoir du mal à suivre pour monter la côte et rester en 5. Si vous avez tout d'un coup une descente, bah, il ne pourra pas utiliser le frein moteur, vous serez obligé vous de freiner. Et bien là le gros avantage du régulateur couplé à la boîte automatique, c'est que si on arrive sur une montée, et bien d'un coup la voiture va passer en 4, en 3, etc. pour pouvoir grimper. Et puis si vous êtes sur une descente, la boîte automatique va automatiquement vous rétrograder de la 5 à la 4, de la 4 à la 3, etc. pour vous permettre le frein moteur. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment agréable, le fait de coupler le régulateur avec la boîte automatique. Et puis surtout ce que j'aime bien avec le régulateur du CRV, c'est qu'il peut s'enclencher à partir de 40 km/h. Des fois il y a des grands axes comme ça, vous voyez bien quand vous voyagez, vous rentrez souvent dans des villages, dans des petites villes, etc. qui ont des gros axes comme ça à 50 qui sont hyper chiants. Vous vous dites là vous pourrez rouler à 80, il se passe rien, mais bon. On roule pas à 30 km/h, hein. La vitesse moyenne à Paris elle est de 15-16 km/h. Donc... C'est 50, donc tu mets ton régulateur à 50. Je suis très légaliste. Et au moins tu te prends pas la tête, parce qu'on va pas se mentir, rouler sur 800 mètres à 50 km/h, c'est hyper compliqué, quoi. Faut mettre son pied de manière vraiment, faut mettre un petit filet, tu sais pas dans quelle vitesse te mettre. Justement, ça m'enlève toute cette peine d'esprit, tout cet agacement de me dire putain pourquoi on roule à 50 ici alors qu'on peut rouler à 80. Je passe toujours quand le petit bonhomme est au vert et en général ils passent tous et moi je reste sur le trottoir à attendre que le petit bonhomme passe au vert. Je déconnecte mon cerveau à ce niveau, je mets mon régulateur à 50 et voilà, y a pas de problème. Donc j'ai bien aimé le fait qu'on puisse l'enclencher à partir de 40, c'est quand même pratique. Autre point positif que j'adore sur le CRV, c'est les sièges chauffants. Alors ça c'est une option, c'était pas rédhibitoire pour moi, hein, qu'il y ait ou qu'il y ait pas, je l'aurais pris quand même, mais c'était quand j'ai vu ça, je me suis dit oh ouais c'est cool de pouvoir l'avoir quand même cette option. Donc j'ai fait en sorte d'en trouver un qui avait cette option là. Et effectivement les sièges chauffants c'est super cool, notamment du fait que ça chauffe super vite, vu que c'est un chauffage électrique, ça chauffe beaucoup plus vite que le chauffage de votre véhicule, tu vois, que le moteur en quelque sorte. Tous mes trucs que je fais en hiver, dès que je mets la clé, j'appuie sur siège chauffant. Autre point fort, j'ai noté intérieur cuir. L'intérieur cuir est de très bonne qualité. Je l'ai jamais particulièrement nettoyé ou rénové avec des produits particuliers. J'ai rien utilisé de particulier. Et comme vous le verrez sur les petites images que j'ai filmées à côté, ils sont en super état, je trouve. Encore une fois, pour des sièges qui ont 17 ans, ils sont nickel quoi. La banquette arrière elle est comme neuve, le siège passager il est comme neuf, le siège conducteur bon il a un tout petit peu craquelé à un endroit mais c'est pas du tout déchiré et je pense qu'on peut très facilement rénover cette partie de l'assise. Vous voyez c'est sur le côté des véhicules, vous avez souvent le côté gauche comme ça parce que des fois on s'assoit un peu n'importe comment, on met juste un bout de cul dans la voiture pour faire un truc et du coup bah, cette espèce de boudin sur le côté a tendance à s'affaisser. Et c'est à ces niveaux-là en général que ça craque. Mais encore une fois, pour un véhicule qui a 17 ans, j'étais super surpris de voir à quel point le cuir était en bon état. Mais pour moi, c'est un vrai point positif sur ce véhicule.
L'intérieur cuir est vraiment génial, il a trop bien vieilli, c'est super. J'avais déjà entendu un ami dire ouais moi les intérieurs cuir j'aime pas trop, je trouve que ça fait trop daron. Ça fait trop daron, tu vois. Mais le problème c'est que si tu dis ça fait trop daron jusqu'à tes 40-50 ans, au bout d'un moment, quand est-ce que tu peux dire je suis un daron, ça fait daron, tu vois. Donc pour moi c'était plutôt un point positif que ça fasse daron, mais bon après chacun son style. Une des choses que j'adore sur le CR-V, c'est le toit ouvrant. Je ne sais pas si l'option est présente sur tous les CR-V. Je pense qu'elle est sur tous les CR-V, en tout cas de cette génération-là. Donc le toit ouvrant, pour moi, c'est une super option. Tu peux rouler avec les fenêtres complètement fermées, donc n'entendre pas du tout le vent, mais avoir le toit ouvrant complètement ouvert. Avec l'aérodynamisme de la voiture, en fait, t'as pas du tout de bruit de vent. Donc du coup, ça te permet d'avoir le soleil qui est au-dessus, tu vois, qui te caresse la joue. Soit tu peux l'ouvrir de telle manière à ce qu'il rentre en fait à l'intérieur et il s'ouvre complètement. Et donc là, tu vois le ciel, quoi. Soit tu peux juste en fait faire lever l'arrière. Ça, c'est pas mal parce que ça fait un petit filet d'air. Et pour le coup, là, t'entends vraiment rien parce que là, vraiment, ça fait sauter l'air d'un point de vue aérodynamique. Du coup, t'entends rien niveau bruit. Et c'est pareil, ça permet de réguler un petit peu la température, d'avoir un courant d'air qui passe sans que t'aies du coup de l'air, du vent et du bruit. Un petit équipement qui également j'adore sur le CR-V, c'est la petite table du milieu qui est rabattable. C'est vraiment pas mal parce qu'en fait, mine de rien, entre les deux sièges, il y a quand même pas mal d'espace. Et pour moi, par exemple, il y a suffisamment d'espace pour que je mette mon sac de sport. Donc quand je vais au sport, j'ai juste à rentrer dans ma voiture. Je pose le sac au milieu et du coup il rentre quoi, donc c'est super pratique qu'il rentre ici parce qu'il n'y a pas la boîte de vitesse vu que c'est une boîte auto, il n'y a pas le frein à main, en fait c'est un plancher plat en fait à ce niveau là. Donc ça j'ai trouvé ça super pratique et dès que j'ai besoin de poser mon téléphone, des clés ou que je veux mettre des gobelets dans les porte-gobelets, j'ai plus qu'à la rétracter et là je peux poser des trucs dedans. Un équipement, un ustensile, tu vois, une petite fonctionnalité qu'Honda a mis qui est je trouve très intéressante sur le CR-V. Un point positif dont tout le monde parle sur le CR-V, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais en fait sur le CR-V1, CR-V2 et sur les prochains je ne sais pas, le plancher du coffre, et bien en fait quand vous le retirez, c'est une table pliante. Je ne sais pas pourquoi tout le monde ne fait pas ça. C'est tellement pratique parce que quitte à avoir un petit plancher avec une petite prise pour l'ouvrir et voir en dessous là. Pour ceux qui ont une roue de secours, moi j'ai pas de roue de secours du coup vu qu'elle est derrière, mais j'ai un espèce d'espace qui me permet de stocker des choses, une corde de remorquage, de la nourriture, un sac de couchage, truc d'urgence on va dire. Et donc du coup quitte à avoir un plancher plat comme ça, une espèce de trappe etc, autant que ça serve à quelque chose. Et donc ça en fait ce truc tu peux l'ouvrir, le sortir et ça te fait une table pliante. Et j'ai trouvé que c'était... Putain mais c'est méga ingénieux ce truc. Moi on me l'avait pas dit, je m'en suis rendu compte en le soulevant. Déjà je me suis dit mais comment ça se fait que le truc du plancher il fait 15 kg, il est hyper lourd. Et j'ai vu qu'il y avait des pieds en dessous et tout. Et je me suis dit mais c'est dingue, c'est Honda qui fait ça. Et la table elle est super qualitative, je vous dis elle doit faire 15 kg, elle est super lourde, super rigide. Et je me suis dit c'est vraiment une option qui est incroyable quoi. Ça évite de devoir l'acheter toi-même et de devoir trouver un moyen pour la stocker dans ton véhicule etc. Là tout est adapté, tout est fait pour. En plus elle est vachement grande. Je trouvais que c'était un super point positif cette table pliante. J'ai noté également comme point positif la roue de secours qui est derrière. Donc ça, j'ai trouvé ça trop bien. D'ailleurs, j'aurais pu la coque comme ça Honda bientôt parce qu'en fait, on va changer la taille de pneus. On a tout un projet de préparation sur le CR-V. On va faire l'arrêt hausse et on a également du coup des nouveaux pneus qui vont arriver. Je les ai déjà reçus, je vous mets une photo là, vous allez voir la différence de taille. Et du coup, j'ai calculé le coffre de roue là-bas Honda. Il passera plus sur la nouvelle roue. Donc c'est pas grave parce que de toute manière, le fait de voir le pneu, ça fait encore plus 4x4 off-road tout terrain. Donc la roue de secours à l'arrière, c'est super pratique. Ils faisaient pas ça pour rien à l'époque, c'est pas pour rien que tous les 4x4 sont équipés comme ça à la base, parce que si vous crevez, si vous avez un problème, vous voulez changer votre roue, vous avez 5 boulons, voilà, vous ouvrez les boulons avec le même outil qui va permettre de dévisser les roues sur le véhicule. Vous tirez la roue, vous mettez l'ancienne roue à la place, la roue crevée à la place sur le support. Hyper pratique si vous devez changer votre roue sur un itinéraire, sur un voyage, etc. Et d'ailleurs, c'est aussi un gros point fort le fait que ce soit mis à l'arrière, qu'il y ait un support déjà existant à l'arrière, parce que sur pas mal de 4x4, de pick-up, etc., quand les mecs passent en 32 pouces, 33 pouces, 35 pouces, 37 pouces même, qui rehaussent, qui changent la taille des pneus, etc. Et bien en général, les supports qui permettent de mettre la roue sous le véhicule, finalement les roues ne rentrent plus. Dès que vous augmentez les diamètres, en général c'est fait pile poil pour, parce que déjà que ça prend de la place, ça sacrifie un petit peu de place dans le coffre. Ils vont pas faire un truc immense, il faut un truc pile poil adapté à la roue. Soit vous avez moyen de raboter un petit peu et que ça passe, soit l'autre solution, pour mettre votre roue de secours, c'est de le mettre sur une galerie de toit, votre roue de secours. Et là le problème c'est qu'en termes d'aérodynamisme, c'est pas top, vous allez pouvoir avoir des bruits de sifflement, le fait d'avoir
le pneu sur le toit. Ça augmente la hauteur de votre centre de gravité, donc plus de chances de se retourner dans des virages, etc. D'un point de vue répartition des masses, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir votre roue à l'arrière sur le coffre que en haut sur une galerie de toit. Et puis du coup, effectivement, le fait de l'avoir à l'arrière, ça ne prend aucune place dans le véhicule. Donc l'avantage, c'est qu'on a toute la capacité dans le coffre, on a vraiment toute la place possible, quoi. Il n'y a aucune place qui est prise par la roue de secours. Autre point positif que j'ai noté, le moteur, hein, le K20 A4, c'est super fiable. C'est un moteur déjà qui est tout en aluminium, il faut le savoir. Honda fabrique pratiquement que ses moteurs en aluminium, il me semble. Pour les diesels, je sais pas, mais pour les essences, en tout cas, c'est que des moteurs en aluminium. Donc forcément, ça apporte des moteurs qui sont beaucoup plus légers que ce que fait la concurrence de manière générale sur les moteurs en fonte. Et je trouve que c'est une bonne architecture de moteur. Le K20 A4, c'est la même base moteur que celui des fameuses Civic Type R qui, elles, ont le K20 A2 ou le K20 A au Japon. Donc, alors le moteur forcément de la Civic Type R a des particularités beaucoup plus agressives, notamment sur sa partie haut moteur avec les arbres à cam qui n'ont rien à voir en termes d'agressivité en quelque sorte, qui sont beaucoup plus pointus, ça n'a rien à voir en termes des arbres à cam. Le K20A a des pièces forgées, etc. C'est sûr que le haut moteur n'est pas du tout pareil, il est beaucoup plus agressif et radical, mais il faut savoir j'ai quand même la même base moteur que le moteur de la Civic Type R. J'ai le K20 A4 et eux ils ont le K20 A2. C'est d'ailleurs ce moteur qui est utilisé à l'école de la performance au Mans. Des formations où on apprend la cartographie moteur. Ce moteur est intéressant et a beaucoup de potentiel en préparation car c'est une mécanique qui est extrêmement pointue. C'est un des 4 cylindres de litre les plus efficaces au monde qui existe, qui a été construit dans l'histoire de l'automobile. Donc c'est vraiment un moteur qui a fait ses preuves, qui est fiable, qui est robuste. Ouais, c'est un très bon moteur le K20, en tout cas il a été utilisé dans les Honda Stream, Honda Odyssey, Honda Accord, dans pas mal de modèles. Forcément la Civic Type R et donc le CR-V. Une des choses que j'adore également avec le CR-V et le fait d'avoir choisi justement la boîte automatique, c'est sa boîte auto, je trouve qu'elle fonctionne super bien. Il y a un convertisseur de couple à embrayage de prise directe. C'est en même temps un reproche que je pourrais lui faire, c'est que c'est la boîte auto 4 vitesses, donc c'est-à-dire que c'est une boîte avec 4 rapports. Mais en fait le fait qu'il y ait un convertisseur de couple, on a l'impression qu'il y a une cinquième. En fait on a l'impression qu'il y a des vitesses entre chaque vitesse. C'est-à-dire que si tout d'un coup je me mets un petit peu accéléré, mon régime moteur il peut augmenter sans qu'il y ait une vitesse qui soit tombée. Par contre si j'appuie un peu plus fort, effectivement là il va tomber une vitesse. Le convertisseur de couple est super agréable je trouve parce que du coup ça donne une sorte de puissance, d'accélération dès que tu appuies un petit peu, mais sans pour autant que tu aies envie de rétrograder. Alors c'est une boîte 4 mais elle est très bien étagée, c'est-à-dire que le quatrième rapport est très économique. Quand je suis à 110, je dois être à 2500 tours, un truc comme ça je pense. Je peux accélérer un peu et rester en quatrième, le régime moteur va monter, mais dès que je me stabilise, par exemple que je mets le régulateur, le régime moteur il descend un petit peu, en fait il descend de 500 tours à peu près. Et ça c'est le coupleur justement qui se met sur une... c'est la prise en fait, la prise s'appelle lock-up en anglais. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Qui fait que ça peut maintenir une vitesse sans avoir besoin d'envoyer beaucoup de couple et du coup en tournant un régime moteur plus faible. Et donc du coup je trouve que la boîte automatique est vraiment super agréable, elle est hyper douce, tu sens pas les passages des rapports. Elle est super intuitive, super instinctive, c'est-à-dire que c'est une boîte automatique mais je peux quasiment la conduire comme une boîte manuelle parce qu'en fait au niveau de la sensation, au niveau du pied, je sens vraiment, tu sais, on va dire au millimètre près que si je mets un petit coup, je sais comment rétrograder, je sais comment repasser les vitesses. Sur la pédale, vous êtes assez agressif et que vous appuyez de manière assez franche, assez rapide, il va directement passer en troisième ou en deuxième. Et dès que vous levez un petit peu le pied, tout d'un coup, il va passer le rapport parce qu'il comprend, la boîte comprend en quelque sorte que vous voulez maintenir votre vitesse ou que vous voulez rouler tranquille. Et ça, c'est pas gagné sur tous les véhicules. J'avais déjà testé une Opel en boîte automatique, elle faisait n'importe quoi. Tu vois, tu conduis, t'es dans le rond-point, tu sais pas dans quelle vitesse t'es. De toute façon, c'est une boîte auto, tu sais pas dans quelle vitesse t'es, une boîte auto, tu t'en fous, c'est la boîte qui gère. Et tu sais, j'appuie, il se passe rien d'un coup, je sais qu'est-ce qui se passe. Et d'un coup, ça se met à rétrograder d'un coup et ça part d'un coup. Donc. Et c'était une Opel voilà, que j'avais testé, la boîte automatique. Je vous dis, il y a plein de moments, ça me faisait ça, tu sais, où j'appuyais, je me disais, mais alors, il s'avance plus. Et là, du coup, ça rétrogradait à mort et ça partait d'un coup. Je trouvais ça super frustrant. Et c'est d'ailleurs ce jour-là où je me suis dit, ouais, moi, les boîtes automatiques, j'aime pas. Et puis, du coup, j'ai testé sur le CR-V, hyper intuitif, hyper fluide. Tu sais jamais dans quelle vitesse t'es, mais t'es nickel tout le temps. T'es tout le temps nickel. Dès que t'appuies, ça part. Voilà. Un de mes derniers aspects favoris sur le CR-V va être également la porte du coffre qui s'ouvre, vous voyez, comme ça là.
Ça j'ai trouvé ça vraiment génial. Alors c'est pareil, la première fois que j'ai vu ça je me suis dit oh putain, quand je vais être dans les parkings etc je pourrais pas ouvrir si je suis garé le cul contre le mur. Bah forcément du coup je me gare pas le cul contre le mur, hein, comme ça c'est beaucoup plus simple. Mais en fait c'est hyper bien parce que vous avez un accès énorme en fait au niveau du coffre. Une fois que vous ouvrez la porte, bah, vous pouvez rentrer des trucs immenses dans le coffre, en fait vous n'êtes pas du tout gêné. On dirait pas que le coffre est super grand comme ça quand on voit en vidéo. Il faut savoir que je peux rentrer un lave-linge dedans. C'est tellement haut en fait que je peux vraiment rentrer un lave-linge. Et le fait que la porte soit sur le côté, bah y a rien qui gêne en fait. En haut, sur le côté, en bas, t'as vraiment beaucoup d'espace. Et du coup je trouve ça super cool par exemple pour s'asseoir dedans, pour cuisiner un peu dedans. Le fait d'avoir la porte qui s'ouvre sur le côté, bah, ça permet également de fabriquer une petite table au niveau de la porte. Donc ça c'est en fabrication actuellement. Et en plus ce que j'aime beaucoup c'est que Honda a pensé à faire un système qui permet d'ouvrir uniquement la lunette arrière du coffre pour éviter d'avoir à ouvrir tout le coffre. Si justement vous êtes garé le dos contre un mur, je sais pas, ou si vous avez juste un petit truc à balancer dans le coffre. Ça m'a également servi quand je vais chez Castorama et que tu dois mettre des plaintes, des trucs très longs, des tubes, des choses comme ça. Et ben c'est hyper bien parce que du coup je le rentre dans le coffre par la petite vitre et je laisse la vitre ouverte en roulant. Comme ça j'ai pas besoin de rouler avec le coffre ouvert si j'ai des trucs longs à trimballer quoi. Donc ça j'ai trouvé ça super pratique, c'est vraiment intelligent. Et dernier de mes points favoris sur le CR-V, c'est que par exemple le passage, c'est une mécanique très simple. Pour tous les entretiens, tu vas avoir n'importe quel mécano, il a même pas besoin de lire une revue technique, juste comme ça, il comprend direct comment c'est foutu et comment entretenir et réparer ça. Et que c'est super simple, super efficace, c'est très basique comme mécanique. Quand on a installé le boîtier éthanol, franchement c'était super simple, on a eu aucune... En fait il n'y a pas de mauvaise surprise, c'est ça qu'on adore quand on bricole là-dessus, c'est que t'as aucune mauvaise surprise. Tu regardes un peu sur YouTube comment c'est foutu, etc. globalement. Bon là-dessus c'est à peu près pareil, sauf que c'est fait de manière, il n'y a pas des bras dans tous les sens au niveau de l'articulation, la direction, c'est très efficace et c'est des grosses pièces, tu sens, enfin ça donne confiance quoi. Moi ce que j'adore avec Honda, c'est que c'est pas du tout capricieux quoi. T'as jamais de voyant moteur, t'as jamais de voyant ABS, t'as jamais de voyant d'airbag, de machin, enfin c'est ça l'avantage de Honda, c'est que t'as jamais d'emmerde quoi, c'est fiable, t'as jamais de voyant. Autre gros point positif pour moi, c'est le système audio d'origine. Il me semble que c'est un système Alpine made in Japan qui est dedans. Vous voyez l'écran double DIN, on appelle ça comme ça, l'autoradio double mine. Donc déjà ça c'est un point positif également pour un véhicule qui a 17 ans d'avoir l'écran au milieu. Souvent on me demande ah t'as changé l'écran, t'as changé l'autoradio. Bien non, c'est comme ça d'origine. Après ça dépend des options que vous avez. Mais du coup il y a 6 haut-parleurs dans le véhicule, il y a 2 tweeters à l'avant. Le son est vraiment super agréable. Vous avez des basses, vous avez des beaux aigus, c'est pas du tout agressif, c'est très mélodique, c'est très musical. Moi j'ai installé un petit boîtier qui permet justement de me mettre en câble jack pour écouter des podcasts, des vidéos quand je roule. J'aime bien écouter des vidéos quand je roule, des podcasts, des choses comme ça, des émissions. Et puis sinon, bah forcément, je mets des CD parce que moi, je suis un fervent défenseur du CD pour justement utiliser le convertisseur numérique vers analogique de l'autoradio qui est conçu pour et qui forcément fonctionne beaucoup mieux que le convertisseur de nos téléphones hein, avec la prise jack. Ça n'a rien à voir quand vous mettez un CD en termes de qualité. Bah vraiment aucune nécessité de venir modifier l'autoradio, modifier les haut-parleurs parce que ça marche nickel. Donc voilà les amis, je vous ai listé tous les points qui pour moi sont mes points favoris sur le CR-V, ce dont je prends du plaisir à me servir au quotidien. Dans une prochaine vidéo, on fera l'inverse, je vais vous dire justement tout ce que je déteste sur le CR-V, tous les points négatifs, tout ce qui m'agace, je vous dirai tout ça. Alors forcément il y aura moins de points négatifs que de points positifs, sinon j'aurais pas acheté le CR-V, hein, je me suis renseigné avant de l'acheter quand même. Et il y a quand même quelques petits trucs qui me chagrinent, quelques petits trucs qui m'embêtent, où je me dis oh ça aurait pu être un peu mieux à ce niveau-là, etc. Donc je ferai une vidéo également sur tous les points négatifs du CR-V. Jusque là les amis, eh bien je vous souhaite une très bonne continuation. Si vous avez aimé la vidéo, eh bien aimez la vidéo. Si vous avez la moindre question, un petit commentaire à mettre ou juste pour m'aider un peu dans le référencement, de m'aider dans ma progression, eh bien laissez un petit commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis.